Bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement de la Maison du développement durable. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Je m'appelle Raphaëlle Dufresne, je suis la responsable des programmes à la Maison du développement durable. La MDD, c'est un carrefour de synergie, c'est un carrefour d'échange, de réflexion, d'innovation sur le développement durable. C'est aussi un bâtiment écologique qui soutient le développement de ses membres avec, entre autres, la gestion de bureaux dans ce premier bâtiment certifié LEED Platine Nouvelle Construction au Québec. On anime également une programmation d'événements qui permet à différents acteurs, actrices de changement de se rencontrer, se regrouper et collaborer afin d'amplifier les impacts de leurs actions. C'est donc dans le cadre de cette programmation qu'on se rassemble aujourd'hui pour vous présenter la première conférence d'une série de 3 avec les lauréats 2021 du Gala du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Aujourd'hui, pour cette première conférence, nous parlerons de projets dans la thématique de la lutte au changement climatique. On est en direct sur Zoom, merci d'être avec nous, mais aussi sur Facebook, sur les pages Facebook de la Maison du développement durable et celle du Conseil régional de l'environnement. On vous invite, que vous soyez sur Zoom ou sur Facebook, à nous écrire vos questions, vos commentaires, vos impressions sur les projets, puisqu'on va avoir une période d'échange plus tard avec vous vers la fin de l'événement. Avant de débuter, je veux remercier les partenaires de la Maison du développement durable, Hydro-Québec, qui est partenaire principal de la programmation, et la Ville de Montréal. Puis finalement, je vous invite à suivre la Maison du développement durable et le CRE Montréal, puisque dans les prochains temps, nous allons avoir la suite de la série de conférences. Ça se poursuit le jeudi 20 mai sous le thème de la protection de la biodiversité, puis finalement le mercredi 26 mai où on discutera de gestion des matières résiduelles. Je vais donc maintenant céder la parole à Caroline Gosselin, qui est coordonnatrice des communications et événements du Conseil régional de l'environnement de Montréal, qui va être notre animatrice aujourd'hui. Merci, bon événement. Merci beaucoup, Raphaëlle. J'espère que tout le monde va bien. Merci, je répète, merci énormément à tout le monde d'être là. Aujourd'hui, le Conseil régional de l'environnement de Montréal, qui est un organisme de bienfaisance indépendant consacré à la protection de l'environnement et la promotion du développement durable sur l'île de Montréal depuis 1996, présente depuis quelques années maintenant les conférences des lauréats du Gala. Le Gala, on était à la 15e édition cette année. On a eu 45 magnifiques candidatures, réalisations par des organisations de partout sur l'île de Montréal, donc dans plein de domaines et d'expertise. Puis, les conférences elles-mêmes sont possibles grâce à la Maison du développement durable et présentées vraiment par Hydro-Québec. Donc, tout le gala... Désolée, je viens d'avoir un petit pop-up sur mon écran, je m'excuse. Donc, le gala, c'est ça. Donc, ça a été 45 réalisations, ça a été 18 finalistes et c'est 10 lauréats dont 3 organisations qu'on va entendre aujourd'hui. Mais c'est ça, donc les conférences ne seraient pas possibles sans notre présentateur, Hydro-Québec. Et je vais tout de suite passer à un petit 30 secondes de présentation justement de notre commanditaire principal pour les conférences. Désolée pour les... Merci à Hydro-Québec et merci à la Maison du développement durable pour rendre ces conférences-là réelles. Aujourd'hui, donc, on présente 3 réalisations qui ont été candidates, qui ont été finalistes et qui sont maintenant lauréates. Et ça va me faire plaisir
de vous présenter, qu'eux se présentent aussi dans quelques minutes, mais les représentants du Collège Dawson, Richard Dugas, qui est technicien à l'information et développement durable, et Véronique Paris qui vont nous entretenir dans quelques instants. Véronique est coordonnatrice des ressources matérielles. Collège Rosemont, lauréat dans la catégorie aussi institution, avec Maxime Robert, responsable de la gestion contractuelle, et finalement Énergir, avec Julien Doléan, chef de service, et Guillaume Couturier, chargé de projet au service de la gestion de la flotte et des immeubles. Vont prendre la parole à tour de rôle. Là, je vous ai nommé les organisations dans leur ordre alphabétique, mais tout au long de la conférence, on va alterner, puis on va rendre ça le plus convivial possible pour justement présenter des projets exceptionnels. Avant de passer à la présentation du Collège Dawson, je veux vous parler du déroulement du panel d'aujourd'hui. Le déroulement, on va passer 5 minutes par réalisation, donc 5 minutes par organisation pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, dans leurs propres mots. Après ça, on passe à des questions dirigées. 3 questions où chacun peut répondre à tour de rôle, se poser des questions aussi. Et après ça, on passe aux questions du public. Questions du public qu'on va pouvoir recevoir grâce soit sur le chat du Zoom, soit directement par Facebook. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions pour nos super panélistes de la journée. Et sans plus attendre, je vais donc passer la parole à nos 2 amis, Richard Dugas et Véronique Paris. Je ne sais pas dans quel ordre ils vont parler, mais ça va nous faire plaisir de découvrir leur projet. Alors, bonjour, je vais commencer. Alors, premièrement, merci beaucoup de nous avoir invités. C'est un honneur pour nous de recevoir ce prix. Écoutez, le Collège Dawson, malheureusement, on est souvent dans les nouvelles un petit peu trop dernièrement. Et on veut justement changer cette perspective parce que nous, on pense qu'on est en train de faire quelque chose quand même d'intéressant pour la société. Justement, je vais faire un pont entre ce qui se passe couramment et ce qui est arrivé en 2006. C'est un autre malheureux événement où ce que Dawson était trop dans les nouvelles, c'était la fusillade. Et c'est sûr que le développement durable à Dawson, ça fait au moins 25 ans que ça existe. Mais avec la fusillade, on a eu comme un besoin de se recentrer, de s'unir vers quelque chose. Et un des projets qui est sorti de ça, c'est notre Jardin de la paix qui a été créé, qui est au coin nord-ouest de notre campus. Je vous inviterai à venir voir, c'est vraiment très beau. Et ça avait commencé avec une initiative étudiante. Cet événement-là nous a fait recentrer sur nous-mêmes et aussi sur la communauté qu'on dessert. Et on veut promouvoir l'ouverture, mais aussi l'inclusivité. Et ça a donné beaucoup de place à beaucoup de réflexions par rapport au rôle en tant que chose dans l'appareil d'éducation. Avec le Jardin de la paix, il y a plein d'autres démarches qui sont mises en place, incluant notre activité de campus vivant et de bonheur durable, et finalement le bureau du développement durable. Caroline, veux-tu... Oui, super. OK, on peut passer différent. Oh, à la prochaine, c'est beau. Aussi, notre dernier plan stratégique de 2016 a vraiment mis beaucoup d'emphase vers le développement durable. Un des points, c'est de devenir un leader en matière de développement durable parmi les institutions postsecondaires au Canada. Et on l'a fait, on sait qu'on a réussi parce que l'automne passé, on a réussi la mention or de la certification STARS de ESHI, ce qui nous place comme le premier collège non universitaire au Canada dans leur certification. Mais ça a aussi permis de créer le Bureau du développement durable et d'avancer sur plein de fronts différents, incluant nos avancées sur les gaz à effet de serre. Alors, on peut passer. C'est vraiment un gros bilan qu'on a fait. Dans nos gaz à effet de serre, vraiment, là, on fait des bilans qui retournent jusqu'à 2009.
Et les derniers, on a rajouté beaucoup de catégories. On voit à peu près où est-ce qu'on se situe par rapport à notre production de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est le gros. Je vais juste parler très brièvement de quelques campagnes qu'on a pu mettre en place. En énergie, donc, c'était notre première grosse campagne. C'était une campagne de 10 ans vraiment de rénovation énergétique où on a pu couper notre appui sur les gaz naturels de 60 et en s'appuyant beaucoup plus sur les systèmes électriques. Mais comme vous voyez, on a aussi réussi à réduire notre consommation d'électricité de 9 Mais ça, en quelque part, c'est le travail facile qui a été fait. Très dispendieux, mais rentable, mais aussi facile. La partie difficile maintenant, c'est d'amener ça à éduquer notre personnel, ceux qui ont le droit d'éteindre et allumer des appareils. C'est très difficile. On passe à la prochaine. Il y a aussi notre campagne de gestion de matières résiduelles, où, encore une fois, on a mis beaucoup d'infrastructures en place. C'est presque complet comme démarche. Et on voit tranquillement notre taux de diversion grimper. Il est passé de 20 à peu près 45 mais il nous reste beaucoup de travail à faire. Mais celui-ci, maintenant, est plus à un niveau d'éducation. On passe à la prochaine. Notre dernière gros plan d'attaque pour les transports, c'est au niveau des transports. Alors, on est choyé au niveau des transports parce qu'on a un minuscule stationnement. On est le plus gros cégep avec le plus petit stationnement, mais aussi, on a un accès incomparable au métro. Il y a un tunnel entre le métro de Montréal et le collège Dawson. 90 de nos étudiants et 60 de notre personnel sont donc en transport en commun, ce qui est tout à fait magnifique. Mais même à ça, vous allez constater dans nos chiffres que les transports sont de loin notre plus gros secteur d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est vraiment là qu'on essaie de trouver des solutions. On passe à la prochaine. On a beaucoup d'avantages, comme vous voyez, dans nos bilans, de par notre position au centre-ville, d'avoir un minuscule stationnement, mais aussi d'avoir un édifice très dense. Ça nous aide beaucoup dans nos émissions de gaz à effet de serre. On n'a aussi pas de véhicules. On a plein d'avantages dans cette démarche. Cependant, on va beaucoup plus loin que n'importe quel autre cégep dans notre décompte ainsi que dans notre compensation. Et pourquoi? C'est parce qu'on veut être un leader, on veut être dans cette position d'aider les autres et aussi d'utiliser ce qu'on a fait pour un travail d'éducation. Parce que pour nous, on est là pour éduquer nos jeunes. Donc, si on leur démontre que nous, on est en train de faire les actions, on espère que ça va venir avoir un impact sur la façon que nos jeunes qui passent par nos portes vivent leur vie au quotidien, mais aussi influent les entreprises où ils vont travailler éventuellement. Alors, c'est vraiment ça. Comme vous voyez on passe, vas-y à la prochaine. Juste un tableau résumé, voilà, de nos émissions de gaz à effet de serre. On rajoute beaucoup de catégories. Donc, les émissions reliées au transport, on les compte depuis 3 ans. Mais là, cette année, on a ajouté l'alimentation de la cafétéria, l'eau, le traitement de l'eau, ainsi que le télétravail. Alors, comme vous voyez, on va être vraiment complet là, dans notre démarche. La seule chose qui nous reste à faire, c'est les achats. On espère le rajouter l'an prochain. Juste pour avoir un portrait complet de la carboneutralisée. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mais le conseil d'administration de Dawson a eu l'audace de nous déclarer carboneutre pour toujours. Cela veut dire qu'on veut continuer à réduire énormément. On a déjà fait d'à peu près 50 dans nos émissions directes. Continuer à réduire, mais compenser pour qu'est-ce qu'on ne réduit pas. Mais vraiment, on vise la carbo-responsabilité, comme on aime dire. Merci. Merci énormément. Ça a été super enrichissant. Donc, belle expérience. Et on passe à un autre collège, on passe à un autre cégep, le collège de Rosemont. On passe de l'ouest à l'est du centre-ville. Et le collège de Rosemont, Maxime Robert, je vous laisse maintenant la parole. Merci Caroline. Merci à Richard aussi. Très intéressant pour le collège Dawson. C'est le fun de pouvoir avoir des points de comparaison. On n'est pas tout seul. Donc, au collège, en fait, ce que je viens de présenter, on est bien content aussi du prix qu'on a reçu. On est évidemment
les vocations du collège sont assez larges, outre l'éducation, évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, le collège se positionne géographiquement dans Rosemont, la petite patrie, pratiquement en plein milieu de l'arrondissement. Et un des points forts depuis plusieurs années, c'est les valeurs éco-citoyennes du collège. Donc, on a un plan de mobilité durable, on a un plan d'action sur la gestion des matières résiduelles, on a un jardin communautaire, on a des toits verts. Évidemment, il y a toujours plus à faire, mais c'est toujours dans cette lignée qu'on s'oriente quand on fait des avancées. Le projet en question était plus au niveau du service alimentaire et à ce niveau-là, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer notre service alimentaire. Il faut comprendre qu'on est sous forme de concession. Donc, c'est un concessionnaire externe qui vient prendre possession des lieux pour une durée, comme le mandat actuel est de 2019 à 2024. Et donc, ça devient notre partenaire spécialiste qui fait lui-même ses commandes. Et le service, évidemment. Donc, on peut aller à la diapo suivante. L'objectif qu'on s'était donné, en fait, c'est que, comme vous avez vu, le contrat était à partir de 2019. Donc, entre 2018 et 2019, on a prévu renouveler, dans le fond, nos ententes et on s'est donné des objectifs, bon, à la fois de poursuivre nos engagements éco-citoyens, tant d'un point de vue de notre plan stratégique du collège, mais aussi notre politique de développement durable à l'interne. On voulait évidemment maintenir nos attestations, nos certifications comme le Cégep vert avec notre niveau d'excellence. On a aussi ici, on recycle plus et j'en passe, on a plusieurs certifications. Donc, l'objectif, au final, on voulait bonifier, oui, on peut passer. On voulait bonifier l'expérience Rosemont pour les étudiants et pour notre personnel, tout en étant éco-citoyen dans l'approche. Donc, ce qu'on a réussi à réaliser, bon, évidemment, il y avait une mise à jour de nos attentes nutritionnelles, mais aussi augmenter l'achat de produits locaux et équitables, réduire de beaucoup l'utilisation d'aliments transformés dans la nourriture qui est fournie, ce qui nous permettait aussi de réduire à la source la quantité de contenants à usage unique. Donc, tout ce qui est disposition et gestion des matières résiduelles, qu'on a fait un grand pas en avant à ce niveau-là. Et ça nous a permis aussi de devenir un agent de changement avec la collaboration de notre concessionnaire actuel qui est les services alimentaires Laniel Saint-Laurent. Et quand je parle d'agent de changement, je pense notamment, puis on peut passer à la diapo suivante, notamment à notre communauté de pratique à laquelle on participe actuellement et qui est toujours en force et qui est née pratiquement aux mêmes périodes, qui a été fondée par un équitaire et qui regroupe un paquet d'acteurs. On parle d'approvisionnement alimentaire local et éco-responsable auprès des institutions québécoises. Donc, tant la santé que l'éducation, on va parler des CPE, des cégeps, des écoles secondaires, des centres de santé. Donc, tout le monde se retrouve à la table, tant les producteurs locaux, tant les distributeurs, les concessionnaires et les institutions publiques. Le MAPAC est dans le coin, l'ITHQ participe à ça. Et donc, on est dans une logique de continuité avec ce petit projet-là. Le but, c'est de se partager nos réussites, de se partager nos outils qu'on se crée, de faire un réseautage. Et donc, tout ce qu'on a pu construire pour notre concession alimentaire, c'est une chose. Ce qu'on a pu créer comme relation avec notre partenaire, c'en est une, mais c'est encore plus important de le remettre dans le réseau au niveau alimentaire et de partager ces éléments-là, puis s'assurer que ce n'est pas juste en vase clos qu'on fait ça. On n'est pas en silo. Et comme quand je vois les avancées, notamment du Collège Dawson, c'est de pouvoir se partager ces points de réussite-là et d'être capable d'aller plus loin parce qu'on parle de 45 cégeps et même plus, et qui sont partout dans la province et qui ont des réalités différentes. Et là, on ne parle que des cégeps. Le but, c'est d'élargir encore plus. Donc, évidemment, le but du présent projet était pour l'approvisionnement alimentaire, mais évidemment, il y a tellement d'autres éléments qu'on pourrait discuter quand il vient le temps de la gestion des matières résiduelles et du développement durable. Effectivement, il y a du potentiel
Impressionnant avec vos deux exemples et on va en avoir un autre dans quelques secondes. Énergir, donc lauréat dans la catégorie moyennes et grandes entreprises. On change de registre un peu, mais franchement, tout aussi inspirant. Je laisse donc la parole à Julien et Guillaume. Oui, donc bonjour à tous. Merci beaucoup au CRE de nous recevoir, de nous laisser le temps de vous parler de cette initiative. Ça, c'en est une. On en fait beaucoup d'autres. Je pense qu'à un moment donné, on aura l'occasion d'en parler. Donc, moi et Guillaume, on est en charge de toute l'ingénierie des véhicules, donc l'acquisition des véhicules, équiper un véhicule, faire le design, etc. On est bien conscient que qui dit véhicule, on sait qu'on génère des GES. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre empreinte environnementale? Bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Laissez-moi juste peut-être vous parler un petit mot sur notre flotte. On a quand même 750 équipements motorisés dans la flotte. Et puis environ 60% de ceux-là circulent sur l'île de Montréal. Donc, c'est principalement des véhicules de type fourgonnette pour nos techniciens qui vont intervenir sur le réseau, qui vont faire des réparations, des urgences, des réparations de fuite, etc. Donc, on peut changer la slide. Puis, ben, c'est ça, je vais laisser Guillaume là, vous parler de ce petit projet des panneaux solaires. Donc, je laisse aller Guillaume. Merci, Julien. Merci à tous de nous laisser vous présenter notre projet. Ça a été un super projet. Donc, je vais vous parler un peu de la problématique initiale là, qui avait été identifiée par moi et Julien, justement. Là. Donc, nous, on a besoin d'utiliser divers outils et équipements là, qui requièrent quand même une puissance en termes de batterie, là, 120 volts, pour nos véhicules qui sont sur la route, pour nos techniciens. Donc, il y avait nécessité d'installer des kits d'onduleurs, batteries auxiliaires pour alimenter certains équipements, comme par exemple ordinateurs, moniteurs, chargeurs pour charger des outils. Puis, il y avait beaucoup aussi la volonté de limiter le ralenti moteur de nos véhicules qui découle d'une initiative environnementale depuis 2005 là, avec la flotte. Il y a aussi le problème qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de brancher nos véhicules parce que c'est très limité étant donné que c'est des camions maison. Nos techniciens retournent à la maison avec ces véhicules-là, donc il n'est pas tout le temps possible de brancher ces véhicules-là. Ensuite, les batteries des véhicules sont aussi très sollicitées parce qu'on veut avoir une bonne autonomie là, quand nos utilisateurs travaillent, donc sont très sollicités lorsque les gens travaillent avec ces véhicules-là. Puis aussi, il y a les hivers qui sont froids au Québec quand même, qui amènent des batteries qui sont déchargées qui peuvent geler. Donc, lorsque les batteries gèlent, là, ça peut être assez important. Là, ça peut nécessiter aussi plus de changements de batterie récurrents là, dans le temps. Ensuite, il y a aussi le downtime. Là, quand on a des problèmes là, avec nos véhicules, il peut y avoir du survoltage qu'on a besoin de faire, des diagnostics ou des réparations. Puis, ça engendre aussi beaucoup de rebut au niveau des batteries acide plomb qu'on utilise dans nos véhicules, qui est assez important, même s'il y a quand même une bonne partie de ces batteries-là qui est recyclable. Aujourd'hui, les batteries représentent quand même la principale utilisation du plomb sur la planète. C'est pour ça qu'on voulait s'attaquer à ça. Tu peux changer la diapositive, s'il te plaît? Donc, l'idée, c'était comment améliorer la durée de vie de nos batteries acide plomb qu'on utilise dans la plupart de nos véhicules, en fait, dans tous nos véhicules, dans le but de garder le plus possible la charge de ces batteries-là dans le temps, à tout endroit, à tout moment, sans faire tourner le moteur du véhicule. Donc, pourquoi pas utiliser un panneau solaire? C'est utilisé couramment là, dans l'industrie récréative pour charger les batteries, utiliser des systèmes là, que les gens utilisent, soit en camping ou etc. Donc, on voulait innover là, pour réduire l'empreinte de carbone. Donc, on a fait un projet pilote avec un de nos fournisseurs, en fait, en collaboration avec un de nos fournisseurs. Nous avons instrumenté, en fait, 3 véhicules avec des panneaux solaires et un chargeur solaire. On a instrumenté ces véhicules-là pour faire des essais durant environ 1 an, une année complète, là, pour couvrir les 4 saisons, pour voir l'impact que ça avait là, sur la charge de nos batteries. Là. Donc, vous voyez ici, là, on a mis un graphique là, qui nous permet quand même de voir que les batteries dans nos véhicules, on était capable de maintenir un certain voltage,
même quand le véhicule était stationné et que le moteur était à l'arrêt pendant plusieurs semaines. Puis ça, ici, c'est un cas typique, l'hiver, quand il fait quand même assez froid, là, puis que le véhicule est stationné, moteur à l'arrêt. Donc, pendant plusieurs semaines, on a été capable de maintenir une certaine charge et le niveau de charge de 11,8 volts, qui est comme le niveau à ne pas dépasser là, pour être sûr que la batterie ne gèle pas. On voit qu'on était capable de maintenir un niveau assez élevé de voltage sur la batterie là, avec ces panneaux-là. Là. Donc, c'était quand même des résultats assez surprenants. Donc, nous, on voulait nous permettre d'éliminer aussi le remplacement d'un ensemble de batteries là, sur la durée de vie du véhicule qui est environ 8 ans. Là. Fait que c'est ça. Je vais céder la parole à mon collègue Julien Deléan. Ben, en fait, c'est ça. C'est un peu la conclusion qu'on en a tirée, qui est assez conservatrice, même, je dois dire. On sait que sur une durée de vie, là, on sauvait un set de batterie. Donc, bon, là, évidemment, première chose, calcul financier. On voyait que d'un point de vue financier, il y avait une certaine rentabilité à faire un projet comme ça, implanter un projet comme ça. Bon, aussi, tout de suite, on voyait l'avantage par rapport à l'extraction de plomb, c'est sûr et certain. Mais ensuite, comment calculer, comment chiffrer les réductions de GES? C'est la question qu'on s'est posée. Donc, l'hypothèse de départ, on peut le voir un peu comme ça. C'est soit tu fais l'acquisition tu achètes et tu installes un panneau ou tu remplaces 2 batteries. Donc, on peut vraiment comparer nos 2 scénarios. Puis la beauté de ça, c'est qu'un panneau, on sait que c'est une durée de vie beaucoup plus longue. On peut récupérer notre panneau et l'installer sur le futur véhicule d'après. Donc là, on pourrait aller sauver 4 batteries. Donc, en fait, assez simple, on a fait un bilan de carbone sur nos 2 composantes, sur le cycle de vie complet, en fait, de ces 2 composantes-là. Bon, il fallait évidemment émettre des hypothèses. On a émis l'hypothèse que tout ce qui était assemblage, transport et recyclage était assez similaire. C'est à peu près fait aux mêmes endroits, ces composantes-là, dans des usines. Donc, ce qu'on a regardé, c'est vraiment au niveau des matières premières, l'extraction des matières premières. Donc, on voit, on a les chiffres ici. Ce qu'on a calculé en faisant notre bilan de carbone, c'est que pour 2 batteries acide plomb, là, ça équivalait à 75 kg équivalent de CO2 versus un panneau solaire 16 kg. Donc, il y avait quand même un gain là, pour juste un panneau versus 2 batteries, quand même un gain de 60 kg, ce qui est non négligeable. Donc, l'impact de tout ça, on pouvait le calculer déjà. Aujourd'hui même, on a 90 véhicules équipés de cette technologie-là, dont 55 à Montréal. Puis si on fait le calcul, on voit qu'on sauve quand même 3,3 tonnes de GES sur 8 ans. Par contre, à moyen terme, évidemment, on voudrait implanter cette technologie-là sur peut-être 50 de notre flotte, qui représenterait à peu près 375 véhicules, dont la majorité sont sur l'île de Montréal. Bon, ça pourrait nous donner un potentiel d'éliminer 100 batteries par année. C'est là que ça devient intéressant. Donc, 100 batteries par année, c'est environ une diminution de 3 tonnes de GES par année. Puis, comme je disais tout à l'heure, si on réutilise ce panneau sur le futur véhicule, là, ça devient encore plus intéressant. La deuxième vie devient encore plus intéressante. On monte plus dans l'ordre du 4 tonnes. Donc, voilà en gros les chiffres. Merci beaucoup pour votre Merci. temps. Merci, super intéressant. Comme je disais, 3 réalisations dans 3 domaines différents, mais dont avec la même thématique des changements, de la lutte au changement climatique. Donc, on voit vraiment que ça se fait de façon tellement différente, mais tellement intéressante. Et justement, pour rentrer dans le sujet un peu plus, comment tous ces 3 réalisations-là ont pu naître et ont pu évoluer. La première question qu'on se pose, c'est quels ont été les plus grands enjeux positifs ou négatifs à l'évolution et la complétion de votre réalisation? Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui vous a ralenti sur votre réalisation? Si on veut commencer à l'inverse, on peut peut-être commencer par Énergir. Oui. Je vais commencer, Julien. Donc, pour ce qui est d'Énergir, en fait, pour ce projet-là, au niveau de l'installation des panneaux solaires,
Un des plus gros enjeux avait été là, d'assurer une position optimale du panneau solaire, justement, sur le toit du véhicule, là, parce que s'il n'est pas positionné de manière optimale, il ne va pas avoir le maximum de lumière qui va arriver sur le panneau solaire. Donc, il a fallu qu'on fasse plusieurs essais pour arriver à quelque chose de le plus optimal possible. Ensuite, aussi, il y a l'hiver là, qui nous aide pas beaucoup, là. Donc, il y avait aussi le fait qu'on voulait assurer un déneigement facile du panneau solaire pour ne pas compromettre la recharge de ces batteries-là, là. Fait que ça, c'était, je vous dirais pour ma part, les 2 points les plus importants là, qui nous a permis de compléter le projet, là. Puis sinon, je pense qu'il y avait aussi, Julien, là, les calculs théoriques, là, Ben, un autre défi, nous, c'est sûr qu'on connaît bien les équipements, comment utiliser des équipements. On fait de la veille technologique, on s'informe sur les nouvelles technologies qui peuvent nous permettre de réduire notre empreinte environnementale, mais vraiment faire les calculs en amont sur un cycle de vie complet, c'est quelque chose qu'on faisait moins. Donc, ça a été intéressant de se lancer là-dedans. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ressources chez Énergia pour ça. Donc, on a réussi là, à trouver un bon modèle de calcul et personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant là, d'aller voir ce qui se faisait avant, là, vraiment avant que le produit soit livré, là, c'est sûr. Ah, tout à fait. Et comment ont réagi vos employés? Une sous-question à ça, positif, négatif? Oui, ben, c'est une bonne question. Ça a été très positif, je pense. Oui, ben vas-y, Guillaume. Ben, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec parce qu'on a fait un comité, justement, là, pour l'aménagement de ces véhicules-là. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec les utilisateurs. Puis, ils étaient très contents de voir qu'on faisait des projets comme ça pour acheter des panneaux solaires, pour essayer de réduire notre consommation, justement, en batterie, là. Puis, on s'est rendu compte que c'était quelque chose que les gens s'appropriaient, là. Ils étaient contents de voir qu'il y avait ça sur leur véhicule. Donc, non, je pense que c'était très, très positif, là, sincèrement, avec nos utilisateurs, là. Je pense qu'on peut dire que nos employés sont fiers aussi, là. On a des beaux véhicules, mais c'est des éléments de fierté aussi, là. C'est des choses qu'on a entendues. Ouais. Mm-hmm. Tant mieux. C'est vraiment bien. Collège de Rosemont, qu'est-ce qui vous a motivé ou ralenti dans toute cette réalisation-là? Ben, le rythme calendrier n'a pas, malheureusement, quand on parle de contrat, on n'a pas vraiment. On a un délai ferme non, mais ce qui nous a motivés, par contre, ben, je dirais, dans les défis qui existent, quand on parle d'un contrat, il y a définitivement des règles à respecter qui nous limitent. On parle, allons-y plus général, on donne l'exemple de notre premier ministre Legault qui disait on veut acheter plus local, on veut favoriser l'acquisition locale. L'enjeu, c'est que notre réglementation ne le permet pas ou dans une grande mesure pas. Et donc, c'est de jongler un peu avec tout ça, puis de réussir à élaborer des attentes auprès de nos concessionnaires qui sont à la fois réalistes, qui répondent à nos exigences d'un point de vue éco-citoyen. Puis je donne l'exemple que nous autres, on a mis, c'est quand on vient avec notre cabaret pour prendre de la nourriture, le cup, le verre d'eau ou de verre de jus, ben, on a arrêté d'en avoir des jetables. On a dit, ayez des verres en plastique. Donc, assurez-vous, et là, ça devient une contrainte, ça devient une exigence. C'est des éléments qu'on peut cumuler comme ça, évidemment. Il y a plein de défis autres, mais je dirais que l'enjeu principal, il ne faut pas se le cacher, une concession alimentaire, c'est une source de revenus et c'est un service qu'on rend à la communauté. C'est d'équilibrer les deux éléments pour réussir à atteindre des objectifs éco-citoyens, dans le fond. Et là, c'est ça, justement, vos publics, ce sont autant les collégiens, les employés administratifs que la concession. Le message, le passage, c'est quand même bien déroulé, je pense. Oui, tout à fait. Puis je pense que ça transparaît dans la relation qu'on a avec notre concessionnaire actuel. Ça va très bien. Puis on a réussi à faire des changements. Puis il y a une ouverture. On reçoit d'abord, on a une ouverture même parce qu'on a un café étudiant qui est géré par les étudiants. Donc, si on vient à offrir une cup, un refill, excusez-moi l'anglicisme, de remplissage de café, bien, il faut que les deux aient le même format de
de copes de café. Donc, il y a beaucoup de discussions à avoir constamment et je pense que maintenant, on est vraiment à une étape, il y a une ouverture, puis les gens sont satisfaits de cette approche, de ces résultats-là. Puis effectivement, d'un point de vue du Cégep Rosemont, on a une clientèle qui est moins classique des cégeps et donc on a une catégorie de clientèle qui est un peu différente et faut qu'on adapte notre service en conséquence aussi. On veut offrir un service abordable aussi à tous nos étudiants, tout en gardant l'aspect nutritionnel et éco-citoyen. Un autre petit défi. Lors de mon passage, en tout cas chez vous, j'ai eu la chance justement de rencontrer votre chef et la fierté dans son visage et dans le vôtre quand je vous ai remis votre gemme, qui est la goutte en verre soufflé, était très visible et donc félicitations d'avoir surmonté. Surtout dans la période de COVID où eux ont réussi à rester ouverts, ce qui n'est pas le cas de plusieurs des cégeps. Et ils ne font pas d'argent, on s'entend. Donc, oui, effectivement, je pense qu'ils sont aussi fiers que nous. Effectivement. Collège Dawson, comment ça s'est passé chez vous? Je voudrais faire écho à un des éléments que Maxime Robert a soulevé. Le cadre contractuel était effectivement pas un frein, mais une complexité avec laquelle on est vraiment aux prises aussi. Sinon, moi, j'avais noté que le fait d'avoir à défendre notre projet à nous, il s'étale sur plusieurs années, c'est plus une histoire, là. Et à travers tout ça, il a fallu défendre toujours en continu, défendre les nouvelles ressources dont on a besoin aux différents paliers de gestion, défendre des postes, défendre. Donc, c'est toujours aller tirer la couverte pour les ressources. Ça constitue un défi assez important. Peut-être un détail qui n'est pas majeur, mais quand même qui nous ralentit, c'est le fait que le Collège Dawson est un bâtiment patrimonial classé. Donc, quand on parle de peu importe les changements qu'on peut vouloir amener, des panneaux solaires ou chaque petit changement doit être considéré par les hautes instances de la Ville de Westmount et éventuellement du ministère des Communications et de la Culture. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui nous ralentit parfois. Et sinon, un des enjeux qui a des aspects positifs et négatifs, c'est la grandeur de notre collège et la densité de population. Donc, quand on fait des calculs de consommation d'énergie par étudiant, par exemple, c'est très, très positif. Ça a un impact positif sur notre population. Mais quand on se met à calculer les déplacements de les déplacements globaux plutôt de notre communauté, on se ramasse avec des émissions de GES monstres et on s'embarque à vouloir compenser ces émissions-là. Alors, c'est intéressant de voir quel impact notre population a sur l'ensemble des statistiques puis de nos activités. Voilà. Chouette. Franchement, vous avez bien réussi à surmonter vos enjeux négatifs, mais vraiment à nous inspirer aussi et à inspirer vos publics, employés et fournisseurs, clients. C'est vraiment fascinant. Et ça m'amène justement à la deuxième question. Dans tout ce processus-là, qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Vraiment, vous ne vous attendiez pas à soit une réponse, soit à des résultats, soit à vraiment l'objectif, est-ce qu'il avait changé ou est-ce qu'il a changé ou quoi que ce soit. On va piger dans le milieu. On va aller avec Collège de Rosemont. On va commencer. C'est vrai que la belle surprise, je l'ai un peu mentionné quand on parlait de la communauté, l'impact sur la communauté avec la communauté de pratique comme une assiette organisée par Équiterre, c'est qu'au même moment où on faisait nos démarches pour améliorer notre service alimentaire, je me suis retrouvé justement à parler beaucoup
avec Équiterre pour leur expliquer un peu la réalité contractuelle, la réalité légale à laquelle on fait face, parce que leur intention était vraiment d'outiller les autres institutions. Et ça, en fait, la belle surprise, normalement, on est très habitué, puis bon, je m'occupe de l'approvisionnement, mais aussi du développement durable, et on est très habitué à fonctionner, à regarder nos contrats, de regarder nos fonctionnements à l'interne, mais on n'a pas les yeux tournés vers les autres cégeps qui, chacun s'occupe de leurs défis personnels. Et là, on se rend compte, attends, ce que je viens de faire a une utilité pour quelqu'un d'autre. Et ce partage-là, ça, c'est vraiment bien de voir ça aller parce qu'on passe beaucoup d'heures à réfléchir, à se poser la question de comment je vais l'écrire écrire de quelque chose dans un devis technique, c'est pas glorieux, c'est pas une réussite en soi, mais de voir qu'il y a quelqu'un qui est intéressé, de voir comment on l'a fait et qui veut l'appliquer à sa manière dans sa réalité. On a moins l'impression d'avoir travaillé trop. Une belle chaîne d'entraide, finalement, que vous avez Exact. développée. Tant mieux. Félicitations. Allons avec Énergir. Oui. Nous, les belles surprises, je vous dirais, c'est plus technique, là, mais en fait, on s'est rendu compte que le courant de recharge là, de l'utilisation de nos panneaux solaires était quand même plus élevé que ce qu'on avait estimé initialement, là. Donc, on était quand même surpris que ça donnait des résultats vraiment plus intéressants que ce qu'on avait estimé initialement. Donc, tu sais, rapidement, là, avec des chiffres, là, nous, on avait estimé initialement qu'on serait capable, en période de pointe, là, exemple plein soleil l'été, qu'on aurait un courant de recharge d'environ 8 ampères, mais on se situait plus à peu près à 12 ampères de recharge en pointe, ce qui était super intéressant. Puis lorsqu'il y avait des nuages qui se pointaient dans le ciel, mais on avait une baisse quand même assez importante, là. On se situait autour de 1 ampère de recharge. Et quand il y a des journées qui avaient de la neige ou de l'accumulation de neige sur nos panneaux, on était quand même capable de se situer au niveau à peu près 0,25 ampères, fait au moins de maintenir une certaine charge dans nos batteries. Fait que ça a été vraiment une belle surprise. Puis, je vous dirais aussi, ça a engendré aussi une belle retombée, c'est qu'on a remarqué aussi, moi je parle souvent aux utilisateurs, on a remarqué aussi qu'on a réduit quand même beaucoup la nécessité de redémarrer le véhicule pour recharger nos batteries. Puis c'était ça un peu le but, là. Donc, c'était assez positif, là. Tant mieux. Très technique, mais franchement, ça démontre, mais c'est des surprises comme ça qui nous rendent encore plus fiers d'avoir essayé. Je pense que des fois, justement, les devis techniques de certains manufacturiers et la réalité peut varier. Ça aurait pu être en effet. Ça aurait pu être une surprise négative aussi avec les hivers. Oui, ça aurait pu. Ça l'aurait pu. Tant mieux. C'est pas mal ça. Ben, tant mieux. Julien, est-ce qu'il y avait... Non, j'ai rien à rajouter. Parfait. Collège Dawson, des surprises? Oui. Tantôt, je mentionnais qu'au cours de notre projet, il a fallu convaincre en continu puis tirer la couverte, mais paradoxalement, on a reçu beaucoup d'appui tout au long de ça, de certains endroits qui étaient parfois peut-être pas anticipés. Beaucoup de surprises de ce côté-là. Et une autre chose intéressante aussi, c'est que on travaille, on avance de notre côté, on développe quelque chose et là, on va essayer de développer un projet ou des aspects opérationnels avec des fournisseurs de services, par exemple. Et là, on se rend compte qu'eux ont déjà un bon bout de chemin de fait
vers le développement durable. Par exemple, les services d'hygiène et salubrité qui ont déjà une panoplie de produits, qui fonctionnent déjà avec des produits qui sont éco-durables et tout ça. Et aussi notre service, notre concession alimentaire aussi qui... on n'est pas du tout où est-ce que le Collège Rosemont est de ce côté-là, mais qui ont démontré un avancement assez impressionnant et un désir impressionnant aussi de continuer dans la même voie que nous. Alors donc, de se rendre compte que finalement, beaucoup de partis et beaucoup d'entreprises et de personnes et de groupes avancent finalement vers un projet global commun, chacun de leur côté, puis c'est vraiment le fun quand on se rencontre à mi-chemin. Donc, ça coupe la moitié du travail, puis ça inspire. Effectivement, c'est très inspirant de savoir qu'on n'est pas tout seul dans la démarche. Puis il y a des belles, justement, il y a des belles entreprises en ce moment qui développent des trucs. Et le gala, j'espère qu'il sert à ça aussi, à vous faire connaître et à faire connaître les démarches. Donc, tant mieux pour les belles surprises. Est-ce que Richard, il y avait quelque chose à ajouter? Bien, je pense que c'est, comme Véronique a dit, c'est les surprises auxquelles on ne s'attend pas. Bien, c'est ça une surprise, là, mais des appuis auxquels on ne s'attend pas. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que en quelque part, de faire une démarche, ça se construit soi-même sur le long. Si je donne un exemple, quand on a retiré les poubelles des salles de classe, on savait qu'il allait avoir de la résistance. On avait quand même fait des tests pour prouver que ça ne ferait pas une grosse différence. Mais à quoi on ne s'attendait pas, c'était combien de profs allaient appuyer la démarche. Ou certainement, il y a des profs qui ont dit « Oh my God, qu'est-ce que ça va être le bordel? Qu'est-ce que vous allez faire? » Mais il y en avait plus qui nous disaient « Hey, il était temps. C'était dégueulasse, ces poubelles-là. Allez-y. » Alors, quand on a arrêté de ramasser leurs poubelles dans les bureaux, on ne ramasse plus dans les bureaux, ils sont responsables. Oui, il y a eu de la résistance, mais il y a beaucoup de monde qui se sont dit « Ah, vous avez raison de faire ça, là, on devrait être responsable pour ces choses-là. » Alors, le plus que ça va, le plus que le monde embarque. Il y a aussi un changement générationnel qui apparaît là-dedans, là, qui est vraiment intéressant. En tout cas, pas trop de détails sur ça. Mais effectivement, c'est quand même un processus contre-intuitif de supprimer des bacs mais on le voit même au niveau des arrondissements ou des municipalités qui commencent à proposer justement moins de ramassage de poubelles pures. Donc, félicitations. Et justement, qu'est-ce qui vous motive pour la suite? Est-ce que votre réalisation vous a inspiré à poursuivre vos actions et à développer d'autres réalisations? On peut continuer avec Collège Dawson? Oui, mais ce qui nous inspire vraiment, c'est nos étudiants. Écoutez, c'est ça le but, c'est pour ça qu'on existe. Il ne faut pas l'oublier. Puis je pense qu'on a, surtout au niveau des ressources matérielles, on a tendance à l'oublier. Mais si on nous le rappelle nous-mêmes, puis on se dit, ça devient comme présent, comme motivation. De bien faire les choses, d'être capable de le démontrer. Et moi, je pense que le mouvement étudiant de 2019 pour le climat est vraiment très, très, très inspirant, où on voit les jeunes comme reprendre le flambeau, mais à un autre niveau, on n'a jamais vu ça. Alors, c'est sûr que quand ces jeunes-là nous arrivent et disent « Hey, on veut du changement », puis nous, on dit « Nous autres aussi, voici ce qu'on a fait », on sait qu'on va dans le bon sens. Alors, c'est vraiment, on sait qu'on veut on construit les assises au niveau de nos fonctionnements internes pour construire l'œuvre pédagogique qui va servir vraiment à amener la société plus loin dans cette démarche-là. C'est ça qu'on veut faire. Et c'est bien beau d'avoir le beau discours, oui, on veut réduire nos GES, mais si on ne le fait pas, c'est quoi qu'on va dire aux gens? Juste, ah oui, on veut réduire les GES, mais nous, ça coûte trop cher. Ça ne marche pas, là. Alors, tu sais, on est chanceux d'avoir l'opportunité de le faire pour de vrai, d'être capable de le démontrer. Parce que là, quand ça vient
au niveau académique, où ça vient aux revendications des étudiants, on est capable de dire qu'on a fait quelque chose et on a les assises pour construire quelque chose de mieux. C'est vraiment ça qui nous inspire dans la démarche. Ah, Caroline, tu es sur mute. Oui. Mais tant mieux, j'espère que ça va continuer, que vos prochains, que vous continuez à penser, à rêver avec la mobilisation. C'est vraiment intéressant. Énergir? Oui. Ben, en fait, c'est sûr que quand on regarde ce projet-là en particulier, on voit 3-4 tonnes par année, ça peut sembler peu, mais c'est une des initiatives. Il y en a plusieurs. Il y en a qui ont beaucoup plus d'impact, il y en a qui en ont moins. Il faut regarder l'ensemble. Par exemple, ben, on remplace du diesel par du gaz naturel et éventuellement par du gaz naturel renouvelable, du GNR. Ça s'en vient. C'est sûr qu'on est là-dedans. On a des véhicules hybrides, on a des véhicules électriques. On travaille sur une campagne aussi de réduction du ralenti moteur inutile. On travaille aussi sur des bulletins d'éco-conduite personnalisés. Chaque conducteur d'énergie reçoit son bulletin avec son score. La vitesse a beaucoup d'incidence sur la consommation de carburant et le remplacement des pièces. Donc, c'est beaucoup d'initiatives comme ça que quand on les regarde dans l'ensemble, ben oui, ça va avoir un impact assez marqué sur les réductions de GES pour le parc de véhicules d'énergie. Donc, c'est très inspirant quand on sait qu'on fait notre part, puis il y en aura plein d'autres des initiatives comme ça. Ah, ben tant mieux. Ça c'est toujours bien de voir des grandes entreprises vous pousser justement plus loin. On finit pour la troisième question avec le Collège de Rosemont. Qu'est-ce qui vous inspire à continuer? Oui, bien, Caroline, il y a une fenêtre qui est apparue dans la projection. Ah, désolé. Qu'est-ce qui nous inspire? Je pourrais aller plus large. En fait, je pense que l'aspect de gestion des matières résiduelles, on continue à en faire, on continue à avancer. On a des bonnes nouvelles d'apprendre que la Ville a une intention d'intégrer la gestion du compost dans les institutions, dans notre quartier, par exemple. Donc, il y a plein d'avancées, mais je pense qu'il va falloir s'attaquer et c'est là que moi, je veux aller au secteur un peu moins évident. Puis on a eu des sondages qui avaient été faits au niveau de plus pan provincial dans les cégeps, à quoi ça ressemblait, et les enjeux pédagogiques, l'intégration du développement durable dans la pédagogie institutionnelle. Il y a beaucoup à faire encore. Ça, c'est certain qu'on veut regarder tout l'aspect construction l'immense défi d'intégration de concepts de développement durable. Et ça, on a une problématique de déficit majeur d'entretien de nos bâtiments qui nous limite grandement. On a beau arriver avec les plus beaux projets, mais il faut les préparer tellement d'avance pour que le jour où il y a un petit financement qui vient du fédéral, là, on peut y aller. Mais on a tellement un immense défi à ce niveau-là qui fait que c'est difficile d'avoir même la capacité, d'un point de vue administratif, de pouvoir aller dans ces directions-là. Et donc, oui, on va aller là. On veut s'outiller un peu mieux. Puis, même au niveau alimentaire, il y a encore plein de défis, des projets zéro déchet, il y en a plein. Mettre fin, on finalisait nos projets de contenants à usage unique qui est version compostable avec une taxe. Il y a même les options de mettre une taxe qu'on va reprendre l'argent pour le mettre dans le développement durable. Il y a plein d'éléments. Ce n'est pas une taxe, dans le fond, c'est une contribution volontaire, mais tout est sur la table et ce n'est pas des options qui manquent. Effectivement, tout à fait. Et la technologie avance aussi quand même assez vite pour aider justement cette évolution-là. Donc, merci pour ces 3 questions dirigées-là. Et là, on passe à la section des questions du public ou les questions de vous à vous. On aime bien mettre un peu d'épices dans nos conférences, dans nos panels. En plus, parce qu'on a deux collèges, mais vous avez quand même des réalisations très différentes, les trois organisations qu'on a aujourd'hui. Parce que là, je pense qu'on n'a pas de questions pour l'instant du public directement, mais
j'en avais préparé, mais ça suit de toute façon les discussions qu'on a. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux organisations autour de vous, similaires à vous ou même différentes, mais entre justement qu'est-ce qui pourrait, pour vous, si vous devenez porte-parole aujourd'hui là, de la lutte au changement climatique, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux organisations similaires? On peut commencer avec Énergie. Oui. Ben, d'ailleurs, je voulais. Je suis aussi en charge des projets immeubles. Donc, j'ai vu des choses intéressantes aujourd'hui, notamment là, les îlots de récupération. Je les trouvais très beaux. Là. Je ne sais pas si c'était Dawson ou Rosemont, mais franchement, ils sont très, très, très beaux. Donc, ben, moi, on est aussi beaucoup en contact avec nos collègues gestionnaires des autres flottes. Puis ce que je trouve bien, c'est que tout le monde essaye, tout le monde a certaines initiatives. Il y a des annonces qui ont été faites il n'y a pas longtemps. Donc, on voit, je suis content de voir que tout le monde a ça à cœur. On veut tous réduire nos émissions de GES. Puis il y a aussi les manufacturiers qui sont là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, je suis assez content de ce que je vois chez les autres flottes aussi. Là. Le nombre d'initiatives qu'il y a, notamment en termes de camions électriques, là, ce qui s'en vient hein, pour plus la livraison urbaine, mais il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent, puis il y en a qui osent se lancer là-dedans. C'est ça qui est important. Il faut à un moment donné, nos business case, il ne faut pas juste regarder l'aspect financier. Il faut aller un petit peu plus loin, ça a une valeur aussi. Il faut tenir compte de d'autres choses. Là. Donc, on le fait. Je vois aussi mes collègues gestionnaires des autres flottes qui le font. Donc, je suis assez fier. Bien, tant mieux. Collège Dawson, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire aux organisations similaires ou qu'est-ce que vous aimeriez partager? Richard? Oui, écoutez, on a la chance beaucoup de partager. Avec Cégep Vert d'environnement jeunesse, on a un réseau qui est quand même assez serré, surtout dans les cégeps de Montréal. Puis ça nous aide énormément. Alors, moi, je pense que, écoutez, c'est ce que j'aimerais dire, c'est drôle parce que souvent, d'un point de vue gestionnaire, on va penser, mais à quoi ça sert? On est des petits émetteurs. Mais c'est vraiment juste de faire ce lien entre les opérations et la pédagogie qui est vraiment porteuse, je pense, et importante. Puis il faut garder ça en tête. Malheureusement, c'est un message qui se perd un petit peu souvent, parce que les gens oublient de faire ce lien-là. Mais ce que je dirais, ce serait merci, là, vous autres aussi, nous inspirer. Là, mais heureusement, tout l'approvisionnement, on regarde ça, là, puis nous autres aussi, on veut aller dans ce sens-là. Puis c'est vraiment, je pense, de continuer à se parler, c'est ça qui est important, puis on s'amène plus loin. Alors, c'est ça que je dirais. On est là pour aider, puis on veut aussi, on demande l'aide aussi. Alors, de travailler ensemble. Ouais. Ah, tant mieux. C'est beau de la camaraderie. Maxime, oui. Je pense que ça revient à ça. Ce que j'en comprends, c'est que tous les groupes, personnellement, sont sensibilisés. Mais quand vient le temps de prendre l'action, il faut une pression vers le haut. Il faut pousser. Puis l'exemple de l'approvisionnement est typique pour ça parce que la première chose qu'on va dire à un requérant qui veut acheter quelque chose, on va lui poser la question, c'est quoi ton besoin? Donc, définissons notre besoin, puis mettons-le en haut. Puis quand je parle en haut, c'est au niveau gouvernemental, au niveau de... faut que ça se rende. Puis c'est pas juste... oui, nous, on fait nos doléances. Oui, ça monte jusqu'au ministère de l'Éducation, mais il faut que ça vienne aussi du public. Donc, il faut que ce soit une pression, il faut que ça se rende, si on parle d'aliments, par exemple, mais il faut que ça se rende aux distributeurs. Si un distributeur on ne lui demande pas de faire des achats locaux, bien, il ne va pas se doter d'une série de contacts de producteurs locaux. Et donc, il va continuer à fonctionner avec ce qui existe déjà en place. Et il ne faut pas hésiter à, dans le fond, se mobiliser puis à exiger quelque chose. Puis souvent, il y a moyen de le faire sans que ça coûte plus cher. Il y a moyen de le faire, mais il faut s'outiller. Puis moi, c'est certain que je note
je vais essayer d'avoir les coordonnées de Richard parce que je vais vouloir y parler de GES, parce que dans les cégeps, c'est à peu près pas avancé cet aspect GES-là. Et je voyais la mention, on va faire l'aspect achat, on va étudier les GES des achats. Et pour moi, je comprends pourquoi ce n'est pas encore fait. Donc, un sacré défi parce que comment on peut contrôler, si on n'a pas de contrôle sur l'achat local, de dire, je veux que ton produit que tu vas me livrer, excusez-moi l'anglicisme, ton festing de plomberie, tu dois l'envoyer. En plus, ça vient en petit sachet en plastique, c'est magnifique, c'est très écologique. Mais ça arrive des États-Unis. On n'a pas de contrôle d'où ça vient. Donc, après, c'est de quantifier tout ce transport-là, qui est un petit défi. Puis ça, là-dessus, je peux transposer même en question à mes collègues de Dawson. Avez-vous un plan de match pour ça? Écoutez, on travaille beaucoup on a un partenaire dans tout ça, hein? Alors, c'est l'entreprise Ecometrica qui, eux, se spécialisent dans les mesures d'émissions de gaz à effet de serre dans les entreprises. Alors, eux s'appuient beaucoup sur différents travaux qui ont été faits à travers leur entreprise ou à travers le monde, des choses publiées sur des facteurs d'équivalence. Alors, comme là, cette année, on a rajouté l'alimentation, c'était gros. C'était un gros morceau d'avoir le poids de tous les aliments qui étaient achetés. Puis après ça, nous, on a fait cette partie-là du travail, mais c'est eux qui sont allés chercher les équivalences pour dire, bon, ben, un kilo de café, ça équivaut en émissions de gaz à effet de serre. Là, pour les achats, on avait commencé le travail cette année en espérant être capable de le faire, là, mais c'était juste trop gros. Effectivement, puis on n'a pas bien le choix. Il va falloir fonctionner par grosse catégorie d'achat. C'est vraiment ça. Et puis après ça, avec un montant argent, catégorie d'achat, en espérant trouver des équivalences qui ont du sens. C'est sûr que ça demeure des estimés, mais on n'a pas... écoutez, si nos ressources sont limitées, là, on peut pas comme vraiment se mettre avec le mesureur de dioxyde de carbone qui sort du camion pour tout. Là, c'est impossible. Alors, il faut travailler ensemble en espérant que les estimés sont corrects. On a des raisons de croire que ce l'est. Éventuellement, ce qu'on cherche, c'est diminuer tout ça. C'est sûr que la seconde chose dans les achats, une fois que c'est mesuré, ce serait de trouver des manières de réduire. Et c'est d'approcher nos plus gros fournisseurs, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut vous aider? Comme par exemple, nous, on a un service de paysagement qu'on utilise énormément, puis on aimerait bien ça, là, travailler avec eux. Pourquoi pas avoir des machines électriques? Est-ce que c'est dans vos cordes? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a moyen de passer moins souvent? Est-ce que toutes ces questions-là, mais commencer à explorer ça par secteur, je pense que c'est ça notre approche. Mais on le sait que c'est gros. Puis, en tout cas, la première étape, tenter de mesurer. Ce que j'entends, c'est vraiment que le pire problème, c'est le statu quo. Des gens qui justement, ne voient pas plus loin ou ne veulent pas réaliser que les choses avancent parce qu'effectivement, ça a toujours été fait comme ça. Donc, on continue, puis on ne se pose pas de questions. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de penser toujours plus loin, de voir en dehors de la boîte, le fameux « out of the box ». Puis justement, là, on parle d'approvisionnement énergie. Avez-vous eu des réticences avec soit justement vos fournisseurs ou est-ce que c'est toute cette façon de voir plus loin vous avez de la misère finalement à avoir vos outils? Je dirais qu'avec nos fournisseurs, on voit aussi un certain engagement de leur part. Donc, ils n'hésitent pas, nous aussi, à nous présenter des nouvelles technologies. Donc, ils collaborent avec Technologique avec nous. Je dirais, point de vue approvisionnement, chez Énergir aussi, les appros sont sensibilisés à ça. D'ailleurs, nous, dans nos appels d'offres, il y a une grosse portion là, qui est pour le développement durable, une grosse pondération de plus en plus. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, non, pas vraiment de... Ça va mieux en mieux. Là. On est, mieux. Ouais. C'est vraiment bien. Vous êtes de très bons pionniers, en tout cas, je pense, pour beaucoup de choses, mais votre réseau est aussi très impressionnant.
Parce que, bon, comme juste revoir les contrats vous parliez de licence, comme quoi ça fonctionne toujours en 5 ans. Donc, ça aussi, c'est... des fois, la boîte est plus hermétique que d'autres fois. Sinon, à Montréal, là, si on va sur l'île au complet, pour le dernier point, j'aimerais ça vous demander, qu'est-ce que vous espérez voir dans les prochaines années à Montréal? Qu'est-ce que vous aimeriez rêver de Montréal par rapport à la lutte au changement climatique, dans vos domaines précis, là? Pour les collèges, est-ce que c'est tous les cégeps de l'île de Montréal qui deviennent partenaires du Collège vert? Est-ce que dans les moyennes grandes entreprises, est-ce que c'est comment vous rêvez les prochaines étapes finalement là, avec tout le monde? Je ne sais pas si on peut commencer par Maxime, à ouvert son micro. Vu ma réalité, puis je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait nous aider, c'est d'avoir des règles qui vont nous obliger un peu à avancer. Parce qu'il y a de la bonne volonté, mais quand on parle d'argent, c'est la règle qui va déterminer s'il y a une action à prendre ou non. On peut améliorer notre gestion de projet, on peut étirer notre gestion de projet pour être certain d'avoir le plus de temps possible pour pouvoir intégrer des options de développement durable. C'est déjà là, je pense que c'est la première étape. On parle de faire des changements, mais ce n'est pas nécessairement la réticence au changement. La problématique, c'est le manque de temps, le manque de ressources. Et dans un cas comme ça, nécessairement, on refait la même chose parce qu'on n'a pas le temps de se reposer la question. Plus on étire la gestion du projet, plus on a le temps. Mais quand on sait qu'il y a une règle qui s'en vient, ben, nécessairement, on n'a pas le choix. Donc, ça retombe sur le dessus de la pile. Vous voulez un changement? Demandez-le en haut. C'est une très bonne façon de voir les choses. Effectivement, les réglementations aident le changement plus rapidement. Julien, ton micro est ouvert. Est-ce que... Oui, bien en fait, ce qu'on souhaiterait là, voir dans un avenir, on l'espère approcher, ça serait déjà d'avoir le plus de camions possible qui roulent au GNR, au gaz naturel renouvelable. C'est certain. Puis dans le petit véhicule, un petit peu plus de véhicules électriques, le plus possible. Aussi une meilleure utilisation de nos véhicules, quelque chose qu'on n'a peut-être pas parlé, mais le right sizing. Le right sizing, c'est le bon nombre de véhicules, le bon format de véhicule, la bonne motorisation. Donc, c'est quelque chose sur lequel on se penche depuis plusieurs années. Mais sans contredit, je dirais le GNR, là, on voit un petit peu ça comme un sauveur là, pour nos transports. Belle évolution, effectivement. Donc, Collège Dawson, entre Véronique et Richard, est-ce qu'il y avait un rêve que vous aimeriez exprimer? Ah oui, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de la ville de Montréal. Là, en ce moment, c'est sûr que le compost et le ramassage municipal, là, ça va nous donner un coup de main. Mais moi, c'est vraiment au niveau des aménagements de la ville et combiné au transport. Mm-hmm. Trouvez-nous des moyens qu'on arrive à 50% de nos jeunes soient en vélo. Là. Let's go. C'est le transport actif, c'est ça qui va faire la ville parle aussi de zones sans émissions de gaz à effet de serre. Là. En tout cas, nous, certains d'entre nous aimeraient bien ça. Alors, c'est ça le rêve, je pense, travailler avec les instances municipales. Aussi les partenaires dans le coin, là, puis voir comment on peut améliorer notre petit coin, puis le rendre plus vivable. Intégrer aussi les autres aspects, l'intersectionnalité. On a un problème d'itinérance autour de chez nous. On aimerait ça, là, aider. Mais des fois, ça comporte des immenses challenges, mais il faut voir les choses comme liées. On étudie tout à Dawson. Alors, pourquoi pas tranquillement essayer d'intégrer les problématiques et de mettre les choses ensemble. Souvent, la pédagogie un petit peu stricte, académique, standard, un peu peur de ça. Mais ça bouge lentement, mais on bouge dans le bon sens. En tout cas, on veut intégrer les choses. Bien, tant mieux. Mais vous l'avez soulevé comme quoi, justement, vous, techniquement, vous êtes à Westmount.
adjacent, très, très, très adjacent à la ville de Montréal. Non, on est dans les deux. Vous êtes officiellement dans les deux, c'est ça? Oui, la limite traverse notre campus. Est-ce qu'il y a des fois des difficultés d'un côté ou de l'autre parce que c'est deux villes à gestion différente? Est-ce que vous, ça a un impact? Je dirais qu'il y a des difficultés, des avantages. C'est ça. Écoutez, maman dit non, papa dit oui ou non, c'est parce qu'on a Westmount, ils sont pas mal sur le non. Hein. Ça, c'est la réalité. Westmount considère qu'ils ont leur propre désignation héritage, puis ils considèrent que toute notre propriété est couverte par leur désignation héritage. Alors ça, c'est sûr que c'est un challenge supplémentaire. Mais il y a de l'ouverture des deux bords. Mais ça nous rajoute une complexité où souvent, il va falloir parler aux gens de Montréal et parler aux gens de Westmount, essayer de trouver quelque chose. Écoutez, mais des fois, avoir une petite ville, ça peut nous aider beaucoup. Comme on a perdu notre recycleur il y a à peu près 1 an. Alors, immédiatement, il a fallu qu'on trouve des solutions. On est allé voir la ville de Montréal, puis c'était possible, mais ce qu'ils nous proposaient, c'était compliqué. On est allé voir la ville de Westmount, puis on dit oui, exactement. Immédiatement, sans hésitation, oui, on peut. Puis c'était facile avec Westmount parce que c'est tellement plus petit, on sait à qui parler, puis la décision est beaucoup moins longue. Vous voyez, alors c'est ça. Ah, c'est intéressant. Bon, ben, on souhaite justement à tout le monde que les communications avec vos arrondissements et vos paliers gouvernementaux se placent bien. On parlait justement de réglementation, de régulation. Avec le ministre de l'Éducation, effectivement, c'est pas toujours facile. Fait qu'on leur souhaite une petite mise à jour en environnement et en développement durable dans les prochaines années rapprochées. Je pense que c'est ce qui termine le panel lui-même. Donc, moi, je vous remercie énormément d'avoir été présent. Je vous remercie de ces beaux échanges-là. Si vous avez un mot de la fin à dire, c'est maintenant. Mais je pense que tout a pas mal été dit. Je dis aux lauréats de bien chérir vos gemmes, de bien chérir vos nouveaux titres, mais de continuer vraiment à faire et à influencer autour de vous. Vous êtes maintenant des porte-paroles exemplaires, donc on vous remercie énormément. De ce côté-là, justement, je passe un petit peu plus au formel, dans le sens où le gala n'aurait pas pu exister encore, sans l'organisation du CRE, mais sans le financement du partenariat Climat Montréal, qui est notre partenaire distingué, nos 2 partenaires influenceurs, Communauto et la Ville de Montréal, notre partenaire associé Hydro-Québec, qui est aussi présentateur officiel des 3 conférences, nos alliés qui sont Énergir, Fonds de solidarité FTQ, Port de Montréal et Recyc Québec. Et sans les candidatures, sans les organisations de l'île de Montréal, on ne peut pas, bien sûr, fonctionner. Le gala n'existerait pas sans le dévouement des responsables officiels ou officieux de développement durable des organisations. Donc, merci à tout le monde. On vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour la 2e conférence sur la biodiversité et dans 2 semaines pour la conférence de la gestion des matières résiduelles avec les lauréats. Si vous voulez voir la liste des lauréats, si vous voulez lire sur leur réalisation, allez au www.gala.cremtl.org et vous aurez des photos et des descriptions. Et sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous les participants, merci aux auditeurs et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci.